Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Alexandre, scandale SACLIC, c'est le ministre Éric Kerr là, qui sent de plus en plus la chaleur. Une position de plus en plus intenable. La pression est très forte, notamment de la part des oppositions qui demandent sa démission. Et là, la grande question en trame de fond dans le scandale SACLIC, c'est essentiellement qui savait quoi et qui a menti à qui, là. Ouais, et dans le ministère, c'est parce que c'est le Devoir là, qui est dans une série d'articles. Et ce matin, des articles qui démontrent qu'en tout cas, si le ministre Kerr le savait pas, au plus haut niveau de son ministère et de son cabinet, il y a des gens qui savaient quelque chose. Oui, et retenez un nom, puis c'est mentionné aussi d'ailleurs là, par nos collègues du journal, notamment du bureau parlementaire, Nicolas Lachance. Donc, Pierre E. Rodrigue, qui était à l'époque le sous-ministre d'Éric Kerr. Il aurait été informé à l'époque de ce qui se tramait, de ce qui se passait, tout comme d'ailleurs, ce que le Devoir rapportait hier, c'est qu'Éric Kerr, lui aussi, aurait été informé des retards et des dépensements de coûts de SACLIC. Et là, quand je vous dis que maintenant la lumière est sous le sous-ministre du numérique de l'époque, Pierre E. Rodrigue, c'est qu'il fait partie des dirigeants qui auraient été informés de la situation. En fait, depuis 2020, selon ce qu'on peut lire dans le journal, c'était lui le dirigeant principal de l'information du gouvernement et le responsable de la transformation numérique. Il travaillait de pair avec qui? Avec Carl Malenfant. C'est un nom qui va vous dire quelque chose. C'est celui qui s'est confié dans cette longue entrevue avec Marie-Michel Sioui du Devoir, une longue entrevue de 4 heures, qui essentiellement disait, non, regarde, là, pas niaiseux à temps plein, j'informais les gens, les gens étaient au courant, j'ai rencontré plusieurs fois, notamment, M. Kerr. Et fait intéressant, à la retraite de M. Malenfant, le sous-ministre Rodrigue, sous-ministre d'Éric Kerr, il était pas, il considérait pas que c'était un raté du tout. Pas du tout. Il lui a même lancé des fleurs là, dans un message sur un réseau social. Il disait, quand tu as accepté de prendre la responsabilité donc du programme de CASA, tu étais sans doute loin de t'imaginer dans quoi tu t'embarquais. Je n'ai qu'un mot à te dire. Cette phrase a pris une autre tournure cette année. Mais la suite va vous faire sourire. Je n'ai qu'un mot à te dire. Bravo. J'admire ta vision, ton courage, ta résilience et ta capacité de livrer des résultats. Wow! Et là, quand je vous dis que ça revient dans l'actualité, c'est qu'actuellement, Pierre E. Rodrigue, il a été nommé tout récemment membre et président de l'Office des professions du Québec. Alors là... Genre cette semaine. Oui, au cours des derniers jours. Une promotion, d'une certaine façon. Absolument. Alors là, Sonia Lebel vient tout juste de réagir via déclaration en disant « Considérant les allégations qui circulent à l'endroit de Pierre E. Rodrigue, nous réévaluons la situation face à sa récente nomination, donc, à l'office comme tel. » Mais l'opposition, Mario, ne lâche pas. La pression est très, très forte sur la CAQ. Le premier ministre François Legault a dû réitérer sa confiance envers le ministre Éric Kerr. Et quand je vous dis que ça place aussi dans une position très inconfortable le ministre des Transports de l'époque, François Bonnardel, et la ministre actuelle des Transports, Geneviève Guilbeault, voici tout ce beau monde. Par contre, les rapports qu'il nous avait faits, c'était des rapports que tout allait bien. Que donc, Didier Devoir, c'est pas vrai qu'il vous a informé. Écoutez, qui dit vrai, là? La vérificatrice générale dit vrai. M. Legault, est-ce que vous avez toujours confiance en Éric Kerr? Est-ce que vous redonnez votre confiance à Éric Kerr? Oui. C'est écrit noir sur blanc là-dedans. Là. Je l'ai répété maintes et maintes fois qu'on a été trompés, on a été floués. Comment je me protège, moi, contre le mensonge? La vérificatrice générale, entité très crédible, a confirmé qu'on nous a menti. Non, alors, c'est pour ça qu'on a lancé des enquêtes, parce que c'est très sérieux ce qu'elle a rapporté. Ah voilà, donc attendons-nous à ce que ce matin, 10 heures à la période des questions, ça soit un autre épisode à cette série. Il y a eu hier le rapport pour l'année 2024 du bas de laine des Québécois, de la Caisse de dépôt et de placement. Oui. Quand on parle, disons, le rendement, c'est un chiffre qui est important, 9,4 % l'an dernier. Là, tu dis 9,4 OK, mais comparé techniquement, à quoi? À première vue, c'est une bonne année. Oui, sauf que quand tu le compares notamment aux chiffres de référence, on est donc quelques points en dessous du portefeuille de référence. On termine l'année avec des actifs... On est 2,5 points. Oui. On n'est pas 0,3 non, ou 2,5 points. Mais là, sur un actif de 473 milliards... ça représente une fortune, là. Tu comprends que chaque point de pourcentage, c'est 4 milliards, là. Alors, si les actions ont bien performé, c'est tout le secteur immobilier qui a moins bien performé. Pensons notamment aux tours à bureaux aux États-Unis. Et
Il a été question aussi du REM, des ratés du REM. On pouvait s'attendre à ce que ça rebondisse, notamment. On a eu notamment le nom de celui qui est en tête là, de CDPQ Infra, Jean-Marc Arbeau. Et c'est intéressant de voir à quel point, notamment Charles Lemond, le président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et de placement, a réitéré sa confiance envers M. Arbeau. Il disait... Sans lui, il n'y en aurait pas de REM. Il a même fait preuve d'une grande créativité pour essayer de garder le chantier ouvert pendant la COVID. Il a fait face à toutes sortes d'adversités. Alors, il a réitéré sa confiance envers M. Arbeau. Décès de Jean Campeau, un ancien... juste sur la Caisse de dépôt, je l'ai dit tout à l'heure, on va voir le président Charles Lemond avec nous un petit peu plus tard dans l'émission. Parlant de la Caisse de dépôt, il y a un de ses anciens présidents qui est décédé hier. Oui, Jean Campeau, qui s'est éteint à Montréal, il avait 93 ans. Il a aussi co-dirigé la commission Bélanger-Campeau, chargée d'examiner l'avenir politique et constitutionnel du Québec. C'était à la suite de l'échec de Meach. Il a ensuite occupé les fonctions de ministre des Finances et du Revenu dans le gouvernement de M. Parizeau. Le premier ministre François Legault fait partie de ceux qui ont réagi, a salué la contribution importante de M. Campeau à l'histoire économique et politique du Québec. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, Jean Campeau. L'expression qui me vient spontanément, c'est un chic type, là, vraiment quelqu'un parlementaire très, très respectueux des autres, des gens des autres partis. En fait, je pense pas qu'il y avait vraiment d'ennemis. Était jamais, je veux dire, sur les désaccords d'idées, jamais sur les attaques personnelles, toujours sur le fond, puis à la recherche de solutions. Et ça a été... sa carrière a été beaucoup liée à celle de Jacques Parizeau. Là. C'était un homme de confiance de Jacques Parizeau. Donc, c'est M. Parizeau comme ministre des Finances qui l'avait amené à la Caisse de dépôt. M. Parizeau devient premier ministre. Il l'amène, il convainc de se présenter comme député, il l'amène comme son ministre des Finances. Donc, sa carrière, son destin a été beaucoup lié à son association là, avec Jacques Parizeau. Mais vraiment, là, un monsieur qui avait vraiment de grandes qualités humaines en plus de ses compétences économiques. Donc, assez proche. Nos plus sincères condoléances. Le point sur les tarifs, c'est épouvantable parce qu'on en rit malgré les dommages que ça pourrait causer à notre économie, mais c'est parce que c'est épouvantable comment Trump ne semble pas prendre au sérieux la gravité de ce avec quoi il joue. Là. On a l'impression qu'il joue avec la bombe atomique puis qu'il s'amuse avec le piton. Là. Et puis il y avait la mêlée, le Donald, hier, là, lors de la première rencontre de son il semble cabinet. Plus ne savoir lui-même quel tarif est quoi. Il y en a tellement lancé. Ouais, il y a tellement d'échéanciers. Alors, refaisons un peu la scène. Rencontre donc des membres de son cabinet. T'as Elon Musk qui est là aussi, qui est debout, qui occupe l'espace. Je vais le dire dans mes mots. Là. C'était un cirque. Là. C'était complètement fou. C'était un cirque. Tu penses que ça, c'est la première rencontre du cabinet? Musk est là avec sa casquette, son T-shirt, debout, il parle, il jacasse. Tu dis, OK, mais ça, c'est le conseil des ministres du pays le plus puissant du monde qui serait censé se réunir et prendre des décisions. Ils en font un show de TV qui est du n'importe quoi. C'était gênant. On vit vraiment une drôle d'époque. Hein? Puis il y a toute la question à savoir, est-ce que tout le monde autour de la table est d'accord avec ça, ce qui se passe, le Doge, la présence? Je te donne la réponse? T'as pas le choix d'être d'accord. C'est ça. Et ça veut dire qu'ils sont pas d'accord. Ça veut dire qu'il y a certains ministres, certains secrétaires qui sont choqués parce que Trump, hier, les a menacés. Il a dit, s'il y en a un qui s'oppose aux actions de Musk pour réduire la fonction publique, il est dehors. T'es dehors. Puis c'est pas Musk qui est dehors. Non, c'est le ministre. C'est le ministre. Ça avait le mérite d'être clair. Donc, revenons à nos tarifs, ce qui nous touche directement. Alors, est-ce que ça entrera en vigueur le 4 mars, donc mardi prochain, les fameux tarifs de 25 % sur toutes les importations canadiennes et 10 % sur le pétrole? Trump était mêlé. Ça dépend, il y a deux versions. C'est-à-dire que là, Trump, au début, il parlait du 2 avril. Mais là, t'as son secrétaire au commerce, Howard Lutnick, qui est à côté, qui là, il disait, on a donné un échéancier au Canada, pas un échéancier, mais un deadline, un délai. Oui, c'est ça, voilà, un sursis. Un sursis au Canada d'1 mois. Et là, si le président Trump est satisfait, on pourrait repousser ça d'1 mois, mais après ça, Trump a dit, je vais être difficile à satisfaire. Alors là, on est aussi dans le flou. Par contre, dans le concret, là, sur le terrain, aujourd'hui à Washington, débarque le ministre de la Sécurité publique du Canada, David McGuinty, Mark Miller, ministre de l'Immigration, et le tsar du fentanyl, pour rencontrer notamment, justement, le tsar des frontières américains. Alors, on va essayer de démontrer aux États-Unis, regardez tout ce qu'on a fait là, à la frontière au Canada depuis le sursis d'1 mois. On va essayer donc de faire changer d'idée M. Trump, mais il reste un flou. Je vous dis, on est à quelques jours seulement de cette échéance et il y a encore un énorme flou à savoir est-ce que les tarifs entreront en vigueur, oui ou non, le 4 mars.
Mais moi, ma lecture de tout ça, c'est que c'est très peu probable. C'est une mesure qui a tellement d'impact, qui est tellement grosse que dans un tel flou, tu dis au fond, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment l'intention de le faire à ce moment-ci. Donc, ce qui fait que le couteau sur la gorge reste, dans le fond, pour un autre 30 jours, parce qu'il y a toujours la date du début avril, où là, il va avoir son rapport d'enquête sur le commerce, soit disant que les États-Unis sont victimes d'une arnaque mondiale, tout le monde est contre eux, puis là, ils sont victimes. Une thèse, à mon avis, complètement ridicule. Le seul bout qui se tient dans leur thèse, c'est que le dollar américain est fort. Ça, c'est vrai. Puis comme le dollar américain est fort, ça fait que, tu sais, quand t'achètes des États-Unis, ça te coûte cher. Quand eux achètent des produits canadiens, ça leur coûte pas trop cher. Et ça favorise, c'est défavorable à leur balance commerciale. Je le comprends. Mais le dollar canadien est fort. Le dollar américain est fort. Pourquoi le dollar américain est fort? Parce que les États-Unis sont forts, parce que le pays est fort, parce que le pays est solide, parce que l'économie va bien. C'est assez difficile de plaider ça pour dire que tu fais pitié puis que tu es victime d'une arnaque universelle. Enfin, c'est le président Trump qui s'est aussi porté à la défense d'un Canadien. Oui, dans le moindre. Et es-tu encore Canadien? Ben là, c'est plus sûr. Là, parce que à la confrontation des 4 nations, on se demandait de quel bord il prenait. Là, c'était l'ambassadeur du Canada, Wayne Gretzky. Il faisait des pouces en l'air aux Américains. Il n'y avait pas une petite médaille rouge sur lui, pas un symbole canadien sur lui. Non. Il avait l'air gêné d'être canadien. En tout cas, on a été plusieurs à le souligner, puis vous aussi sur les réseaux sociaux. Donc, Trump est allé à la défense de Wayne Gretzky sur son réseau social Truth en vantant la merveille canadienne, en disant qu'il pourrait se présenter pour n'importe quelle élection au Canada et qu'il allait gagner. Faudrait tester ça. Là. Oui, ça mérite d'être testé. Trump a dit aussi que Gretzky était son ami, qu'il veut le rendre heureux et c'est pour ça qu'il ne se porte pas nécessairement à la défense du fait que le Canada devrait rester son propre pays. Alors là, Trump a terminé son message en écrivant que la merveille était le plus grand de tous les Canadiens et qu'il le rend joueur autonome car il ne souhaite pas qu'il y ait des gens qui disent du mal de lui au Canada. Alors, c'est vraiment particulier. Mais ça aide. Pour ce qui est de l'image de Gretzky au Canada, là, c'est très mauvais. Cet appui de Donald Trump, ça aide pas tellement. Non, puis là, il y a toutes sortes de pétitions, Mario, qui circulent. Là, des pour pétitions, enlever son nom des rues à Edmonton. Des rues, lui révoquer l'ordre du Canada qu'on lui avait décerné un peu plus tôt. Rien pour aider. Ça va-tu baisser les ventes de son vignoble, ça? Son vignoble. J'avais oublié ça. Oui, en Ontario. Oui, dans Niagara-on-the-Lake, je suis allé. Oui, moi aussi. Je suis allé son vignoble. Moi, très bel endroit. Ils font déçu. aussi whisky, bière, tout ça. C'est bon? Oui, ses produits sont bons. Okay. Ses produits sont bons, le vignoble, c'est beau l'endroit. Oui, mais j'ai trouvé ça très commercial. C'est très commercial. T'sais, mais c'est beau typique. quand même. Tu sais, l'image de son père qui pelletait la neige là, à l'intérieur, puis tout ça, c'est un immense mural, tout ça. Qui pelletait la neige sur une patinoire pour que Wayne aille jouer quand il avait 4-5 ans, là, qu'il aille s'exercer, puis tout ça. La seule affaire, c'est que moi, je jase, moi, avec les gens. Fait que on mange là, on a pris un dîner, là, un petit lunch là, un petit hamburger, puis tout ça. La madame qui nous sert est très gentille, c'est une dame très gentille. Monsieur Gretzky, le voyez-vous souvent? Mais là, il y a eu la pandémie, il n'a pas pu venir. Et finalement, ça s'est résumé qu'il y avait eu un lancement d'un produit. Dans les 3 ou 4 années précédentes, il y avait eu un lancement de produit où il avait été vu. Bon. Très impliqué. Fait que non, mais c'est parce que, tu sais, mettons, j'ai le modèle de Gérard Bertrand là, en France. C'est un ancien joueur de rugby qui s'est lancé dans la vigne, qui est devenu un des plus grands vignerons du pays, passionné, mais tu comprends, qui est à 4 pattes dans Impliqué, qui est des fois à 4 pattes dans ses vignes, puis des fois à Singapour pour aller vendre son vin, puis tu comprends qu'il est dedans, le passionné, puis qui est devenu un expert, puis qui a développé des techniques, puis tu sais, à travailler. Mais c'est pour ça. Monsieur Gretzky n'est pas Non. capable dans ses vignes. Il suit ça un petit peu plus loin. Mais non, c'est un investisseur passif. Essentiellement, il utilise son nom. Ouais. Il est un investisseur passif, puis il utilise son nom pour vendre des produits. Il est même pas au courant de ce qui se passe. Ben, là. ça se ressent, parce que quand tu vas dans un vignoble, c'est ça que tu veux, l'âme, L'âme. l'essence. Il n'y a pas d'âme Gretzky. Là. Zéro âme. Zéro. Tu vas là, Zéro. c'est très commercial, puis tu te dis, il y en a tellement à visiter, pourquoi je m'arrête là? Ouais. C'est ça que je m'étais dit. Puis là, il est pas loin de l'étape d'avoir un vignoble en Californie plutôt qu'en Ontario. Pas buvable, en quelque sorte. Question, est-ce que Mark Carney a menti, Alexandre? Bon, vous avez certainement vu l'offensive publicitaire des conservateurs qui accusent Mark Carney d'avoir donc participé au déménagement du siège social de l'entreprise qu'il dirigeait du Canada vers les États-Unis. Alors là, L'entreprise, Brookfield l'entreprise- Asset Management, Oui, c'est qui est un un énorme géant. fonds Ouais, ouais. d'investissement. Là. très C'est performant. Très ceci étant performant, dit. oui.
Bon, alors là, on a certaines informations, et ça fait le tour notamment des médias, entre autres au Canada anglais, où Mark Carney, quand on refait un petit peu le fil des événements, c'est-à-dire est-ce qu'il était encore à la tête de Brookfield Assets au moment où on a pris la décision et que ce processus-là a été entamé. Alors, lui plaide le contraire. Il dit que c'est arrivé après son départ. Carney était jusqu'à la mi-janvier le président du conseil d'administration de Brookfield. Okay? On parle de 1000 milliards d'actifs, c'est 10 % de la bourse de Toronto. Alors, ce que Carney dit, c'est que la décision formelle du CA a été prise après que j'ai cessé de faire partie du conseil d'administration. Or, un communiqué publié par Brookfield qui date du 31 octobre, donc M. Carney était président à ce moment-là, fait part de l'intention de la firme de relocaliser son siège social à New York. Ben oui. Okay. Moi qui suis ça un peu, c'était clair cet automne que Brookfield déménageait. Donc, des fois, les conservateurs exagèrent, mais dans ce cas-ci, j'ai regardé les faits, j'ai revu les dates hier, puis on a l'impression qu'effectivement, M. Carney n'a pas dit la vérité. Il n'y a pas juste ça. Il y a aussi les conservateurs qui ont mis la main sur une lettre qui est signée par M. Carney, qui a été envoyée aux actionnaires de Brookfield, leur demandant, si tu veux, de voter en faveur de la restructuration industrielle, institutionnelle, qui est reliée à ce projet de relocalisation. C'est ce qu'on peut lire dans le journal. Alors, cette lettre-là a été envoyée le 1er décembre. Donc, quelques jours après que M. Trump ait fait des menaces de tarifs. Et dans la lettre, là, ça dit essentiellement que le vote des actionnaires va avoir lieu le 27 janvier. Donc, après le départ de M. Carney pour la chefferie du Parti libéral. Alors là, ça va peut-être le placer dans une position très inconfortable. Disons que quand on parle d'achat local pour notre shampoing, de déménager une des plus grosses entreprises financières de Toronto à New York, là, ça passe moyen. Décès mystérieux de l'acteur célèbre Gene Hackman. Qu'est-ce qui s'est passé, Isabelle? 95 ans, retrouvé sans vie chez lui avec sa femme et son chien sans vie. Sa femme, Betsy Arakawa, pianiste de 63 ans, dans l'État américain du Nouveau-Mexique. Les autorités ont même dû dire qu'il ne s'agissait pas d'actes criminels et qu'on ne devait pas s'inquiéter dans l'entourage parce que c'est arrivé dans les dernières heures. Et assez surprenant, il faut dire. Mais les trois décèdent en même temps. Le chien, l'épouse et Gene Hackman. M. Hackman a 95 ans. On se dit, bon, lui, il était quand même très âgé. La conjointe beaucoup plus jeune. Ouais. Alors, est-ce que c'est un accident, un empoisonnement au monoxyde, quelque chose comme ça, ou est-ce que c'est un geste volontaire collectif? Peut-être. Le fait que le chien soit décédé aussi, c'est étrange. Est-ce qu'il pourrait y avoir eu une libération d'un gaz aussi? Si on parle de trucs accidentels, est-ce que ça se peut? Le monoxyde de carbone, par exemple, je ne sais pas. Est-ce que c'est délibéré? Chose certaine, ce que les autorités ont dit, c'est que tout ce que je peux dire, c'est que nous sommes au milieu d'une enquête préliminaire sur un décès en attente de l'approbation d'un mandat de perquisition. Je veux rassurer la communauté que le quartier n'est pas en danger présentement. Là. Il n'y a pas un rôdeur ou quoi que ce soit. Parce qu'il habitait au Nouveau-Mexique. Il n'était pas dans la Californie ou dans le coin d'Hollywood. Il était à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Depuis plusieurs années. Oui, puis ça faisait un petit bout de temps qu'on ne l'avait pas vu. Là. Celui quand même qui a joué... c'est toute une carrière, c'est Gene fou, Hackman. Là. Méchant héros, anti-héros, des dizaines de films des années 60 au début des années 2000 lorsqu'il a pris sa retraite. On pense à French Connection 1 et 2, Impitoyable, Superman, Conversation secrète, L'aventure de Poséidon. Il y a 2 Oscars en son actif, mais il a été nommé dans un paquet d'autres galas. C'est à la veille, d'ailleurs, des Oscars qu'on perd un grand comme lui, 95 ans. Le plus célèbre des durs à cuire aussi. C'est l'un des plus accomplis de sa génération. Donc oui, c'est une mort qui est mystérieuse. Celui qui, à la fin, on ne le voyait pas beaucoup, mais il semblerait qu'il écrivait des romans chez lui à la fin de sa vie comme ça, mais assurément dans les prochaines semaines. Je suis curieux dans les prochains jours, les prochaines semaines, de voir qu'est-ce qui a pu arriver. C'est le duel des recrues ce soir au Centre Bell. Oui, Macklin Celebrini des Sharks de San Jose et Lane Hudson, défenseur vraiment incroyable du Canadien. Ça fait partie des belles histoires cette année dans le tricolore. Ils sont devenus presque le trophée Calder remis à la recrue de l'année. Il y a presque plus de troisième candidat. C'est un des deux. T'as Matvei Michkov des Flyers de Philadelphie qui a 41 points, mais Celebrini en a 42. Je vous rappelle que les Michkov et Celebrini, ce sont des attaquants et c'est Lane Hudson qui est au premier rang avec 43
points. Ce sera bien sûr Peu de buts, intéressant. beaucoup de passes. Oui, c'est ça. Ce serait intéressant de comparer les deux. Canadiens qui performent très bien depuis la pause de la confrontation des 4 nations. Montembeault très solide aussi devant le filet, lui qui a blanchi les Hurricanes de la Caroline. Alors, le Canadien a une occasion de revenir un peu dans la course aux séries, se rapprocher. On est à 5 points d'une place en série. Alors, ce soir, contre les Sharks de San Jose... mais ils nous ont fait le coup souvent cette année, les Canadiens, là, de battre des bonnes équipes. Puis là, ils arrivent contre les derniers de classement, puis ils se présentent pas. Ça me fait un petit peu peur Moi ce soir. aussi, non, c'est un piège. Et parmi les choses qu'on va surveiller aujourd'hui, notamment, c'est est-ce qu'on aura une mise à jour de l'état de santé de Josh Anderson, qui était déjà très amoché dans les dernières semaines. Et dans le dernier match contre les Hurricanes, est venu, m'a donné, embrasser la bande. Un contact très violent avec la bande. Il a quitté le match, d'ailleurs, en 3e période. Il n'y avait pas d'entraînement hier du Canadien, donc on n'a pas eu de mise à jour comme telle. Est-ce que ça viendra aujourd'hui? On verra bien.